Bonjour et bienvenue sur le podcast Lifestyle Family Business. Partageons, inspirons-nous et élevons-nous ensemble. Je suis Audrey, hôte de ce podcast. J'accompagne les femmes, les couples autour de la fertilité, de la PMA et de la périnatalité, de façon naturelle. Je suis aussi formatrice doTERRA avec mon mari Christophe. En 2021, nous décidons de partir plusieurs années à la voile avec nos 4 enfants. Nous soutenons aujourd'hui d'autres familles dans leurs projets d'entrepreneuriat autour de la santé naturelle, du bien-être et du respect de l'environnement. Nous croyons dans la possibilité d'opter pour un mode de vie plus proche de la nature, plus libre et plus slow. On vous embarque ? Dans ce podcast, vous trouverez des récits de personnes que nous avons croisées sur notre route et qui nous inspirent au quotidien. Belle écoute ! Bonjour Marion, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Audrey, je suis très honorée d'être là. Moi, je suis très très honorée. Tu es quelqu'un que j'admire énormément. Tu vas te présenter après. Du coup, moi, j'ai suivi une bonne partie de tes formations. Et vraiment, j'adore tout ce que tu fais, tout ce que tu symbolises. Et puis avec une énorme authenticité aussi et simplicité. Donc, c'est juste trop top. Merci. Alors, j'avais envie que tu viennes dans ce podcast pour parler. On va parler aujourd'hui parce que je parle souvent en médecine douce, etc. Et j'avais là envie de parler plus du coup fertilité, santé de la femme aujourd'hui avec toi. Et ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce que tu vois dans la concrètement, parce qu'on entend énormément de choses sur les réseaux sociaux, plein de choses. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aller vraiment, ok, qu'est-ce qu'on voit dans la réalité, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change en fait. Donc, on va commencer ce podcast par les présentations classiques. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, tout à fait. Donc, je suis Marion Vallée, je suis sage-femme et assez vite, enfin même immédiatement après mes études, j'ai eu envie d'aller explorer un pan qui aurait dû faire partie, à mon avis, du cursus initial, qui est celui du cycle féminin. Alors, bien sûr, on a parlé beaucoup du cycle féminin, mais plutôt sous l'angle des hormones et assez peu sous l'angle de ce que ça entraîne comme changement dans le corps. Et en fait, j'ai voulu me tourner vers ce sujet-là parce que on nous a dit, dans les moyens de contraception, bah, sinon il y a des méthodes naturelles qui sont des méthodes de grand-mère qui sont destinées à des couples qui veulent des grossesses inopinées. Donc c'était pas très vendeur. On s'est tous toutes dit dans la dans la promo, ouais bon bah en fait non, ça n'a pas de sens de proposer ça aux patientes. Et finalement je me suis dit bah si ça existe, c'est qu'il y a des couples qui s'y intéressent et moi je vais aller voir ce qui s'y passe. J'ai un petit esprit de contradiction, ce qui fait que j'ai besoin d'aller dans le fond des choses et surtout quand on me dit qu'il faut pas y aller. Et donc, j'ai commencé à chercher comment trouver des infos, comment se former. Et là, en fait, j'ai été vraiment d'étonnement en étonnement. Je me suis rendu compte que déjà, la formation, elle était complètement en dehors de tout le champ universitaire, de tout le champ médical. C'était auprès de personnes qui étaient des bénévoles, qui étaient eux-mêmes utilisateurs et qui s'étaient formés pour transmettre. Et donc j'ai reçu un enseignement sur le cycle féminin que je n'avais pas eu à l'école de sage-femme et donc à la fac de médecine de la part de personnes qui étaient novices au niveau médical. Et donc je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant que ces connaissances-là ne fassent pas partie de notre cursus. Et alors je me suis dit, bon, c'est peut-être seulement dans mon école de sage-femme, peut-être que dans les autres écoles en France c'est différent, j'ai peut-être pas eu de chance. Enfin, bon, le futur m'aura montré que c'était pas le cas. Et en fait, j'ai découvert surtout que la femme avait toutes les capacités dans son corps de savoir précisément où elle en était entre ses phases infertiles et sa phase fertile. Et qu'en découvrant ça, et moi en découvrant ça dans mon corps, parce que c'était la découverte pour moi en fait au fur et à mesure, de me dire mais waouh, en fait ça me donne une liberté d'action et de gestion de ma fertilité qui est incroyable. Je me disais mais en fait j'ai besoin de personne d'autre que moi. J'ai pas besoin d'un rendez-vous médical, on va rien me poser, on va rien me prescrire, c'est gratuit et c'est accessible. Et donc je trouvais ça formidable en fait, pour moi, dans ma vie de femme.
en me disant très bien que ce moyen-là n'est pas forcément le moyen de tout le monde, bien sûr, et que moi, si ça me plaît, ça plaît pas forcément à ma voisine, à ma copine, etc. Et ça, je suis complètement OK avec ça, mais moi, je trouvais ça génial et je me disais, mais en fait, il y a peut-être plein de patientes qui seraient intéressées de connaître ça et qui tout simplement n'en ont jamais entendu parler. Parce qu'en fait, leur sage-femme ou leur médecin leur ont jamais dit, bah sinon, il y a cette option-là qui existe, est-ce que vous avez envie d'aller explorer ce côté-là? Et en fait, quand je parle de ça aujourd'hui, les femmes, elles se disent, bah ouais, mais enfin, maintenant c'est très connu, surtout si on est sur les réseaux sociaux et qu'on s'intéresse un peu à la santé de la femme, on voit passer plein de choses sur la symptothermie. Il y a 16 ans, ça n'existait pas dans le monde. Enfin, il y a plein de femmes qui n'en avaient jamais entendu parler, et même plein de professionnels de santé le mot symptothermie n'existait pas quasiment dans le paysage. C'est Voilà, donc c'est vrai intéressant que c'est un peu. parce que tu étais super jeune en fait. Parce que tu sais, quand on est jeune et qu'on est dans les études, on a tendance à vraiment croire toujours ce qu'on nous dit et à plutôt à rentrer dans le moule. Et toi, dès le début, et du coup, t'étais pas encore sage-femme, que t'avais déjà un pied dans dans la symptothermie et les solutions naturelles. Oui, alors j'étais pas trop dans le moule, moi. Je suis quelqu'un qui rentre pas trop dans les moules. Donc j'étais un peu la rebelle de la promo. Bon, on était deux rebelles de la promo à donner un peu de fil à retordre à notre enseignante, que je salue si elle m'entend, mais je pense qu'elle ne m'entendra pas. Mais moi, elle m'avait condamnée à un avenir en me disant, de toute façon, vous êtes qu'une bourge et vous serez mère au foyer, vous travaillerez jamais, quoi. Voilà, pour te dire à quel point j'avais été mis dans une Dans une catégorie de case. rebelle, dans la case rebelle, la fille tellement rebelle qu'elle pourra jamais travailler en équipe. Mm. Parce qu'en fait, j'étais déjà engagée dans plein d'associations, j'étais déjà et assez souvent j'essayais de modifier mes plannings de garde pour que ça passe dans mon planning d'asso. Enfin bref, c'est vrai que j'étais déjà j'avais Engagée. déjà exploré. Oui, j'étais déjà engagée, j'avais déjà exploré plein de domaines et surtout, je voulais pas rentrer dans un moule et je trouvais même parfois étonnant de voir que des filles de ma promo qui étaient plus intelligentes que moi, qui avaient des super notes et tout, parfois elles se posaient pas trop de questions. Elles prenaient un peu tout comme argent comptant et moi je me disais bah ouais bah non en fait là moi je suis pas d'accord avec le prof. Enfin bref, voilà. Donc c'est ce qui m'a donné en fait une grande liberté d'aller chercher ailleurs et de remettre en question l'enseignement universitaire que j'avais reçu, que j'ai énormément aimé, hein, et même la sage-femme enseignante qui m'avait mis dans une case, je lui dois beaucoup et c'est quelqu'un que j'estime énormément. Mais c'est vrai que je pense elle s'était pas vraiment rendue compte de qui j'étais au fond. Et voilà, en tout cas, cette soif de connaître et de comprendre m'a donné envie d'aller vraiment plus loin. Et c'est là Et, que j'ai découvert ce grand monde qui est devenu en fait ma passion, quoi, à ce moment-là. et du coup, qu'est-ce qui t'a donné donc, tu as découvert ça très rapidement. Donc, je suppose que tu l'as utilisé très rapidement avec tes patientes. Tu étais en libéral. Et non, en fait, justement, j'ai utilisé pour moi et j'avais ce frein de travailler, en fait. Alors, j'étais en libéral, mais je faisais que des domiciles postpartum. Donc, j'en parlais un peu, mais c'est pas forcément le moment où on est le plus réceptif au sujet. J'avais vraiment ça dans un coin de ma tête. Et ensuite, j'ai quitté le libéral pour m'installer, enfin, pour travailler dans une clinique. Donc, il m'arrivait d'en parler, mais c'était quand même assez sommaire. Et en fait, c'est finalement des années plus tard, puisque je suis sortie de l'école en 2009 et c'est en 2016, donc vraiment assez longtemps après, que j'ai eu l'occasion en fait de présenter l'une des méthodes naturelles, donc la méthode Billings à laquelle j'avais été formée. J'ai eu l'occasion de la présenter à une journée du Conseil de l'ordre des sages-femmes de mon département. Et parce que la présidente qui était présente à mon accouchement m'avait dit, ah bah tu voudrais pas nous parler de ta méthode? Donc là je m'étais dit, oula non mais elle se rend compte que là je vais me prendre des tomates à la fin de l'intervention ou parce que c'était pas du tout en 2016, mais encore pas du tout dans l'air du temps. Et l'intervention s'est plutôt bien passée. Elles ont été assez intéressées, donc je me suis dit, bon, il y a une ouverture, c'est peut-être que les mentalités sont en train de changer. Et ça correspondait à la période de la médiatisation forte sur les pilules de troisième génération, où les femmes ont commencé à vraiment se poser des questions et à remettre en question leur contraception hormonale.
Et donc les sages-femmes se retrouvaient interpellées en fait dans leur consultation par des patientes qui disaient mais en fait c'est quoi les autres alternatives si je veux pas d'hormones? Et en fait, ben, on peut se retrouver un peu mal à l'aise sur ce sujet en se disant, bah mince, oui, effectivement, si la patiente, elle veut pas d'hormones, et si en plus elle veut pas de dispositif intra-utérin, donc de stérilet, bah qu'est-ce qu'on va lui proposer, quoi? Voilà. Et donc, ça a été le premier moment où je me suis retrouvée face à face avec des consoeurs. Et puis quelques mois plus tard, j'ai réitéré cet exercice à une soirée d'une association de sages-femmes. Et en fait, là, c'est là qu'il y a eu vraiment Un switch. Tu t'es dit, ouais, ok, un je suis à ma switch. place. Ouais, là, je me suis dit, ok, il y a vraiment quelque chose à faire. À la fin de la soirée, il y a une sage-femme qui se trouve être, c'était la plus vieille de nous toutes. Donc moi, j'étais encore jeune, effectivement, j'avais même pas 30 ans. Et en fait, elle dit, mais moi, je suis en colère parce que toutes ces connaissances que tu viens de nous transmettre pendant 1 heure et demie, moi, j'aurais voulu les apprendre quand j'étais à l'école de sage-femme. Et surtout, j'aurais voulu expérimenter dans mon corps ce que tu es en train de nous Hmm. partager. Et je suis ménopausée et je pourrais jamais l'observer. Hmm. Et là, je me suis dit, ok, Waouh. là, en fait, on est en train de toucher du doigt une lacune qui est pas seulement mon ressenti. Moi aussi, j'avais senti que j'avais une lacune quand j'ai découvert tout ça. Mais en fait, là, je me suis dit, ok, je suis pas la seule. Et en plus, ça génère de la colère chez une consoeur qui regrette de ne pas l'avoir su plus tôt. Et donc, en fait, à la fin de cette soirée, une fois que la sage-femme m'a dit ça, elles m'ont toutes dit, mais nous, on veut que tu nous formes, on peut pas en rester là, on veut une journée entière, 1 heure et demie, c'était trop court. Donc, je me suis dit, ok, bon, alors comment je vais faire? Moi, je sais faire que sage-femme, la formation, je connais pas. Et en fait, bah, la formation, c'est transmettre un savoir et ça, j'avais vraiment à cœur de transmettre ça. Et donc voilà, j'ai commencé à créer une première formation à ce moment-là et parce que c'était l'opportunité, quoi. Elles m'ont demandé et je l'ai faite pour elles. Et puis après, je savais pas du tout que ça allait se développer de plus en plus, que il y aurait autant de professionnels de santé qui s'y intéresseraient. Enfin voilà, Génial. Et le donc, début de l'aventure. génial. Et oui, après, c'est ça, la formation, finalement, quand tu as ce côté d'engager et que tu as envie de changer les choses, ça paraît de toute façon, même en tant que sage-femme, je veux dire, tu transmets quand même des choses aux mamans, aux femmes, au quotidien. Donc, ok. Oui, ça fait partie de notre. C'est vrai que ça fait partie de l'ADN de notre profession, Mm. tout le côté transmission, éducation de la femme, santé de la femme. Mais en fait, Vous n'avez pas le on n'est temps. pas vraiment formé quoi à ça, Et à puis, la transmission. il y a un manque de temps quand même. Enfin, aussi, je pense. Ouais, alors en libéral, on a quand même enfin sur toute la partie obstétricale du suivi de la femme enceinte, on a vraiment des temps qui sont dédiés à cette transmission autour de la préparation à la naissance, à la parentalité. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun rendez-vous prévu pour parler, enfin pour éduquer la femme sur sa santé, sur l'hygiène intime, sur son cycle, sur tout ça. Il y a une consultation pour les moins de 26 ans qui s'appelle consultation contraception et prévention qui dure plus longtemps que la consulte classique, donc 45 minutes. Elle dure 45 minutes, mais en fait en 45 minutes, chez une jeune femme qu'on voit pour la première fois, on n'a pas du tout le temps d'aborder tous ces sujets-là. Bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que c'est à inventer, quoi. Ça fait pas partie de la nomenclature de la Sécu, mais chaque sage-femme ensuite peut l'inventer. Oui, c'est ça. Celles qui sont engagées et qui ont envie, parce que moi, je sais que ça m'est jamais arrivé d'aller chez une sage-femme et d'aller au-delà du frottis, quoi. Mais bon, autre sujet. Du coup, quel était donc, tu as lancé, donc là, on peut en parler, donc, tu as commencé comme ça, puis aujourd'hui, tu as mis en place un institut de formation à la fertilité complet où tu as fait intervenir aussi d'autres professionnels qui travaillent autour de la femme. Tu veux nous raconter un peu? Mm. Oui, mais en fait, donc en 2017, je crée cette première formation pour répondre à la demande de ces sages-femmes de Belfort où j'habitais. Et ensuite, ben, il y a des sages-femmes de Strasbourg qui me demandent de venir. Puis ensuite, je vais à Paris, je vais à Lyon, etc. Ben, je commence à me balader en France pour aller donner cette formation. Et les retours, parce que c'est important dans la formation d'évaluer les apprenants avant, mais aussi de les évaluer après et de vérifier avec eux que cette formation a répondu à leurs attentes. Et à la fin de la formation, souvent on me disait, ah, mais on veut en savoir plus, c'est trop court. Mais maintenant qu'on a vu tout ça, si jamais on voit qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait?
voilà, donc en fait, il y avait vraiment un très fort engouement pour le sujet de l'observation du cycle, et en même temps, une frustration de se dire, bah maintenant qu'on voit qu'il y a des problèmes, alors qu'avant on les voyait peut-être pas parce qu'on n'allait pas si loin dans la prise en charge de la femme, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Et, et en fait, moi-même, dans mon activité de sage-femme, je me disais, bah oui, c'est vrai, moi aussi, je me sens limitée dans qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, assez égoïstement, j'ai d'abord pensé à moi en me disant, bah moi, j'ai besoin de quoi maintenant? Bah, j'aurais besoin d'explorer tout le champ de la nutrition, et de la micronutrition. Bah, je vais trouver quelqu'un qui va animer une formation sur le sujet nutrition, micronutrition et fertilité. Et donc j'ai trouvé une formatrice qui a monté une formation, je l'ai suivie avec le premier groupe et ensuite bah, ça a continué comme ça. Puis après je me suis dit bah, moi j'aimerais bien aussi aller explorer tout le champ de la phytothérapie, tout ce que les plantes peuvent nous apporter de positif dans des situations qui sont pas forcément pathologiques, dans les situations de troubles comme le syndrome prémenstruel, etc. Et donc bah, j'ai cherché une formatrice qui était spécialisée là-dedans et puis je l'ai suivie, etc. Donc en fait le catalogue de formation s'est étoffé. Parce que moi j'avais un besoin pour moi et donc je me disais bah si moi ça m'intéresse ça va en intéresser d'autres et en fait c'est pareil j'aurais jamais pensé à enfin l'institut de formation à la fertilité je l'ai jamais pensé en amont quoi, c'est-à-dire que je j'ai jamais fait de business plan, je me suis pas dit objectif à 2 ans 3 ans 10 ans la croissance je sais pas quoi, déjà j'ai aucune connaissance dans le commerce et c'était pas mon objectif c'était vraiment de transmettre ma passion. Mais le virage dans les formations, ça a été le Covid. En fait, au moment du Covid, je devais donner une formation à Lille, là où j'habitais, en présentiel, et confinement. Donc en fait, la formation arrivait une semaine après. Donc j'ai contacté le groupe, j'aurais dit, bon ok, donc on ne sait pas combien de temps on va être confiné. Est-ce que ça vous dit qu'on essaye de faire sur Zoom? Et moi, j'avais jamais été une journée entière devant Zoom. Au pire, j'avais fait 1 heure, 1 heure et demie en réunion, et encore, c'était le tout début de tout ça. Et donc elles m'ont dit ah ouais carrément on est motivé pour maintenir donc j'ai animé la formation de 2 jours sur Zoom et je l'ai enregistrée parce qu'il y avait une ostéo qui pouvait pas y participer parce qu'elle elle était obligée de s'occuper de ses enfants et donc et en fait elle l'a suivie en ligne après par petits bouts parce que je lui ai envoyé l'enregistrement et en fait elle m'a dit mais c'est génial ça me permet de revenir en arrière de prendre mon temps de faire des pauses et d'interroger de faire mes fiches. Et je me suis dit, bah tiens, c'est marrant, j'aurais pas pensé que ça allait autant intéresser sur ce format-là. Bah, je vais la mettre sur une plateforme, je vais découper en petits morceaux, en séquences, et puis je vais la mettre sur une plateforme de e-learning. Et à ce moment-là, bah, il y a eu une explosion d'inscriptions parce que tous les soignants qui se retrouvaient confinés et qui n'avaient pas forcément charge de famille, bah en fait, il y en a plein qui se sont dit, mais qu'est-ce que je vais faire de mon temps, quoi. Et Hmm. donc, il y en a qui se sont formés. Et puis bah, c'est à partir de ce moment-là qu'une fois qu'il y a eu un gros appel d'air et beaucoup d'inscriptions, bah, ensuite j'ai eu beaucoup de demandes de la suite. Et donc ça a été un accélérateur de, de progression pour chercher des nouvelles thématiques et les ajouter au catalogue. Hmm. Génial. Et Voilà un puis peu ça te permet l'historique. aussi, ça te permet finalement aussi, je pense, de former. Là, bon, on parle de Lyon, Lille, mais je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui, des francophones, qui se forment partout dans le monde. Et oui, et c'est ça que je trouve génial aussi, c'est de pouvoir former loin en fait. De pouvoir former des soignants dans les dom-toms, qui en général ont des formations, bien sûr, qui viennent jusqu'à eux, mais quand même assez peu. Et avant le Covid, ils avaient beaucoup de mal à se former. Donc en fait, Hmm. C'est dès qu'il y avait génial. une formation chez eux, ils sautaient dessus, même si le thème n'était pas forcément un thème qui les intéressait. Donc oui, j'ai formé même en direct avec des soignants qui se sont réveillés à 2 heures du matin parce que en Thaïlande. C'est ça. Au Canada, enfin ouais, ouais, c'est au Mexique. Donc ça, c'est vrai que ce côté-là était assez génial aussi, de se dire que bah, cette connaissance-là, en fait, elle est universelle. Et c'est pas moi qui l'ai créée, hein. Moi, je suis qu'un vecteur de transmission. Passatrice. Oui, c'est ça. C'est vraiment pouvoir donner aussi ce que moi j'ai reçu et ce que j'ai eu la chance de recevoir tellement jeune que je peux en profiter longtemps, quoi. C'est ça. Ouais, ça c'est hyper important. Moi, je sais que je l'ai appris du coup à 35 ans, tu vois, et je trouve que c'est tard aussi. Enfin, non, peut-être un peu avant.
32, 33. Et puis j'ai aussi vécu en Afrique et je me suis fait suivre par des sages-femmes et des gynécologues là-bas et des francophones. Et je sais que ce type de formation, ben, c'est juste génial pour eux, quoi. C'est top. Ok, donc maintenant C'est clair. on va passer à vraiment le concret. Aujourd'hui, tu travailles toujours en libéral? Tu fais que de la formation? Oui, Ouais? ouais, ouais, je travaille toujours en libéral, donc depuis 2017, bah, j'ai lancé les formations et en même temps je me suis installée en libéral pour pouvoir proposer des consultations dédiées donc sur le thème de l'observation du cycle. Et donc actuellement mon cabinet est à Paris et je travaille seulement un jour par semaine Ok. parce que le reste du temps, je me consacre vraiment à la formation et ça me prend beaucoup de temps. Mais j'ai vraiment à cœur de garder le lien Mm. avec les patientes pour être toujours au plus près de la réalité de ce que vivent les femmes et les couples, et aussi pour me maintenir dans les actualités, parce que les patientes, elles s'en doutent assez rarement, mais quand elles nous parlent de leur parcours, bah, ça nous forme aussi finalement. Il y a vraiment un échange dans les deux sens, surtout quand elles sont suivies par d'autres professionnels de santé sur des protocoles particuliers, etc. Donc c'est vrai que moi j'aime vraiment aussi ce côté-là où la patiente elle m'apporte. Et puis quand on forme, c'est important d'avoir les pieds toujours dans le réel, et parce que rapidement on devient un peu hors sol, quoi. En fait, on transmet une connaissance mais qu'on n'expérimente plus. Donc Mm. ça peut devenir assez vite obsolète en fait. C'est ça. C'est assez hyper intéressant donc d'avoir toujours un pied dans la réalité pour savoir ce qui se passe. Parce que, aussi, les femmes, comme tu disais, elles connaissent de plus en plus le fait qu'il y a des solutions alternatives, etc. Mais ça vient petit à petit, quoi. Donc c'est bien aussi que tu vois Mm, que l'évolution des pensées et comment ça se passe. tout à Top. fait. Et du coup, est-ce que tu as observé depuis 2016, donc là, moi, je t'ai donné ma supposition que forcément les mentalités évoluent avec Instagram, comme tu disais, mais je pense qu'il y a encore 95% des personnes bah, tu vois, j'avais encore hier une personne qui me disait, bah, moi, j'ai un cycle de 28 jours, donc je sais que je vis la 14, donc j'ai pas de souci, je fais comme ça pour la contraception. Et donc voilà, ça, je pense que ça représente encore 95% des personnes. Et donc toi, forcément, tu as un petit peu biaisé parce que tu n'as que des personnes qui savent. Mais concrètement, dans cette journée de consultation, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois comme évolution? Parce qu'il y a une évolution. Alors, dans ma journée de consultation, j'ai des femmes tout venant, c'est-à-dire que il y en a certaines qui viennent parce que elles me suivent sur Instagram, elles ont tout écouté, elles sont à fond, elles connaissent déjà bien le sujet, elles suivent d'autres comptes où elles sont très renseignées, voire même elles sont déjà formées à une méthode d'observation du cycle. Donc elles arrivent avec leur tableau de cycle et c'est vrai que ça nous fait gagner un temps énorme. Alors là, je suis à Paris actuellement et enfin, ça fait seulement un an que je suis installée à Paris. J'étais installée dans l'est de la France, mais quand j'étais à Belfort, les patientes, elles arrivaient pas du tout dans le même contexte parce qu'elles arrivaient pas du tout par les réseaux sociaux, enfin très peu, et donc elles connaissaient très peu de choses. Et donc c'était une toute autre prise en charge parce qu'on partait de zéro et fallait effectivement consacrer beaucoup de temps à la transmission. Donc c'est souvent des patientes que je vois pas mal. C'est pas une consultation one shot où voilà, je vais faire mon frottis, ma palpation des seins annuelle et je reviendrai l'année prochaine. Enfin, s'il y a juste besoin de ça, c'est très bien, on fait comme ça. Mais moi, j'ai un recrutement de patientes qui se fait beaucoup sur le bouche à oreille et des patientes qui ont des troubles en fait. Donc je fais maintenant quasiment que ça, que des patientes avec des troubles ou des patientes qui veulent une prise en charge complémentaire de leur prise en charge plus médicalisée, par exemple des patientes qui sont atteintes d'endométriose, de syndrome des ovaires polykystiques, ou des patientes qui sont en situation d'infertilité. Euh, et ce que je constate depuis que je suis à Paris, c'est que les patientes qui sont déjà formées et qui suivent leur cycle, elles ont un réflexe d'anticipation dans la prise en charge qui est beaucoup plus important. C'est-à-dire, par exemple, vendredi, j'ai une patiente qui est venue, je l'avais vue 2 mois plus tôt. Elle est venue parce que ça faisait 6 mois qu'ils essayaient de concevoir. Donc on pourrait dire seulement 6 mois, parce que 6 mois, ça reste très classique d'attendre 6 mois quand on veut concevoir. Mais elle me dit, voilà, moi ça fait 6 mois. Je suis allée voir mon médecin parce que je vois bien qu'il y a il y a plein de choses qui vont pas dans mon cycle. Mais on m'a dit, bah revenez quand ça fera un an.
Et c'est comme ça qu'elle est arrivée dans mon cabinet en me disant, bah regardez mon tableau de cycle, il y a plein de trucs qui vont pas. Effectivement, on a vu qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Elle avait une phase de glaire cervicale qui était pas bien évolutive, elle avait une phase post-ovulatoire qui était pas suffisamment longue. Et donc on a agi là-dessus. Et en fait, là, elle est revenue vendredi et elle me l'avait pas envoyé par message. Elle m'a dit, bah, je tiens aussi vous dire que je suis enceinte, je suis trop contente. Mais je savais bien que ça n'allait pas et j'ai constaté depuis 2 mois qu'en fait, avec la prise en charge, moi, je me sentais carrément mieux. Je voyais bien que ça améliorait mon cycle et hop, grossesse. Mm. Donc la grossesse ne vient pas de moi, hein. Je m'attribue pas la réussite du projet, mais en tout cas, cet exemple est très parlant pour nous dire que quand on constate des troubles et qu'on prend en charge les troubles en amont, bah en fait on a bien plus de résultats. Et puis c'est surtout qu'elle s'était, quand je t'écoute, je me rends compte qu'elle s'était, elle est arrivée déjà quand même formée. Elle avait déjà ses tableaux de cycle et tout. Elle avait déjà fait des formations avec toi ou. Alors elle avait suivi des formations avec d'autres, Mm. mais effectivement elle avait acquis en fait une très bonne connaissance d'elle-même. Pas depuis très longtemps, hein, parce que ça devait faire 3 mois, 3 ou 4 mois qu'elle s'observait, mais suffisamment pour être en mesure de voir qu'il y avait des problématiques. Et surtout sur le sujet de l'infertilité, c'est tellement précieux de pouvoir identifier ça en amont d'une prise en charge lourde, parce qu'une fois qu'on est dans une prise en charge d'assistance médicale à la procréation, les examens sont quand Mm. même difficiles, ils sont pour certains douloureux, ils sont aussi douloureux psychologiquement, ils sont douloureux pour le couple, enfin, c'est vraiment une prise en charge qui n'est pas anodine, et donc tout ce qu'on peut faire en amont, et c'est vraiment là-dedans moi que je m'inscris, c'est pas à la place d'eux, c'est vraiment en complément et de façon anticipée. Donc cette patiente, elle aurait pu arriver en PMA si on n'avait pas agi. Et elle aurait eu probablement des protocoles particuliers, etc., qui auraient probablement amené même d'ailleurs au même résultat. Mais on a tellement à gagner à ce que le bébé soit conçu à la maison, enfin, en tout cas dans l'intimité du couple. Et quand je dis à gagner, c'est à gagner pour la santé de la grossesse, pour la santé de la femme, du futur bébé, pour la santé du couple et pour la sécurité sociale, quoi. Même si on va au bout du processus, il y a aussi un gain financier, et même financier pour le couple, parce que quand on est suivi en PMA, bah, il y a des jours où on peut pas travailler, on est obligé d'aller à l'hôpital. Enfin bon, c'est quand même vraiment très très contraignant. Donc c'est vrai que tout ça mis bout à bout, bah, je me dis, ben, en fait, je dis à la patiente, bah, je vous félicite parce que vous avez su vous former, identifier les problématiques, arriver en consultation, et on avait déjà tous les éléments pour comprendre que ça n'allait pas. Mm. Mais quand la femme, ça je le dis pour toutes celles qui nous écoutent et qui en sont pas là dans la connaissance, si vous ne vous connaissez pas, si vous avez l'impression que je vous parle chinois là en parlant de de cette patiente, eh ben, cherchez une formation pour vous former à l'observation du cycle. On a créé une asso justement pour pouvoir référencer les formateurs à travers la France, l'asso s'appelle Focus Fertilité. Donc vous pouvez aller sur le site Focus Fertilité, vous trouverez des soignants et des formateurs de méthodes d'observation du cycle en France et dans la francophonie. Comme ça, vous pouvez acquérir l'outil. Quand je dis acquérir l'outil, c'est vous former à l'outil de l'observation du cycle. Et ensuite, vous allez avoir plein d'éléments pour comprendre ce qui se passe. Et si vous comprenez pas, bah, justement, vous pourrez aller revoir votre professionnel de santé et lui aura une meilleure compréhension grâce à votre tableau de cycle. Trop bien. Je ne connaissais pas ce site, tu vois. Donc, c'est bien pour celles qui écoutent. Vous allez pouvoir aller voir. Et l'observation du cycle, enfin, c'est pour la fertilité, mais c'est pour tout, en fait. Ça change vraiment la vie, d'une manière globale des femmes, de mieux se connaître. Donc, du coup, si on devait résumer par rapport au changement, à l'évolution, de la situation des femmes, donc en fait, toi, tu es un peu biaisé parce que tu as changé d'endroit et forcément, à Paris, tu n'as pas la même clientèle qu'à Belfort. Donc, tu as plus une clientèle qui te suit sur les réseaux, donc qui est déjà pré-informée. Mais tu te rends compte quand même que c'est génial de pouvoir accompagner des femmes qui sont pré-informées, en fait. C'est un peu ça, si je devais résumer. Oui, ouais, et je me rends compte aussi par les professionnels de santé que je forme que la demande est de plus en plus forte des femmes dans les cabinets médicaux d'une prise en charge différente. La demande est de plus en plus forte d'une contraception non médicalisée. Donc, et ça, ça permet de donner des informations plus générales qui sortent de mes statistiques de cabinet qui sont complètement biaisées parce Mm. qu'effectivement, j'ai un biais de recrutement qui est très particulier. Mais c'est la tendance générale en fait.
On savait déjà depuis un certain temps, enfin d'ailleurs l'étude sur les différentes proportions de contraception chez les Françaises, elle commence un peu à dater parce que c'est l'étude Fécond qui date de 2016, montrait déjà qu'il y avait une grosse baisse de recours à la contraception à la pilule pour un report important sur le DIU, donc dispositif intra-utérin, pas forcément sans hormones complètement, parce qu'il y a aussi un report sur le DIU hormonal. Mais je pense qu'on a des chiffres encore bien différents là en 2024 de Ah femmes qui ouais. se tournent vers des options non médicales. Hmm, c'est Ça, clair. c'est vraiment la tendance. Et du coup, on parlait de cette patiente qui avait décelé des problématiques dans l'observation du cycle. Vous avez mis en place des choses qui ont pu améliorer les petites problématiques qu'il y avait. Qu'est-ce que vous avez mis en place exactement? Parce qu'en fait, ma question suivante, ce serait de savoir, voilà, toi, tu disais que dans l'Institut de la fertilité, tu avais mis de la phyto, de l'aroma, de la micronutrition, de l'alimentation, de la nutrition, tout ça. Donc là, je suppose que tu lui as fait des recommandations dans ce sens-là. Donc, quelles sont les recommandations que tu lui as faites déjà dans un premier temps? Oui, alors les recommandations que je fais vraiment à toutes les femmes et tous les couples que je vois au cabinet, quand il y a un trouble, sans forcément qu'il y ait de désir de grossesse, mais ne serait-ce qu'un trouble, c'est déjà de revenir sur les quatre fondamentaux, c'est-à-dire comment est-ce que vous mangez, et ça c'est dans ma consultation, dans mon questionnaire de consultation, ça fait partie des questions que je pose de façon détaillée. Quelle est votre alimentation type? Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner? Est-ce qu'il y a du grignotage? Qu'est-ce que vous buvez? Ce qui me permet vraiment d'évaluer de façon assez générale d'éventuelles carences dans l'alimentation qui pourraient influencer négativement la santé et donc la fertilité et donner des recommandations alimentaires. Deuxième point que je questionne, c'est le sommeil. À quelle heure vous vous couchez, à quelle heure vous vous levez, combien de temps de sommeil vous avez en moyenne sur la semaine, est-ce que vous vous levez le matin, vous êtes fatigué ou vous êtes reposé, enfin voilà, évaluer la qualité du sommeil, c'est très important aussi pour donner des préconisations, parce qu'il faut dormir, enfin l'idéal c'est de dormir au moins 8 heures pour avoir une santé qui est optimale, 8 heures en moyenne. Autre question que je pose, c'est l'activité physique de façon détaillée. Donc, quelle est la quantité par semaine? Est-ce qu'il y a des activités sportives? Est-ce que c'est de la marche, du vélo? Enfin, voilà. Pour recommander aussi, enfin, donner des guides. Et dernier point, c'est la gestion du stress. Est-ce qu'il y a du stress? Alors, à Paris, oui, il y a du stress, tout le monde est stressé. C'est pas forcément le cas ailleurs, mais en tout cas, là, il y a vraiment une tendance générale de stress parce que le mode de vie est quand même vraiment différent. Dans les grandes villes en tout cas. Et comme il y a du stress, comment vous le gérez? Est-ce que vous le gérez? Et si oui, comment vous le gérez? Quels outils vous avez mis en place pour gérer votre stress? Et donc, s'il n'y a pas d'outils de gestion du stress, ben, on va essayer de trouver des outils qui peuvent correspondre à cette patiente ou au patient, parce que je reçois des couples aussi, pour faire baisser le stress. Hmm. C'est Et là, important que pour cette patiente, oui, pardon. c'est important que tu dises les couples parce qu'en fait, on est des éponges. Et c'est vrai que même si soi-même, on n'est pas vraiment stressé, mais qu'on vit à côté de quelqu'un qui est un conjoint qui est très, très stressé, c'est, c'est contagieux, quoi. Ça va avoir un Oui, impact. c'est clair. Et en fait, dans la fertilité, de toute façon, c'est une affaire de couple. Hmm. Donc, il y a un peu un paradoxe parce qu'on dit que l'infertilité, c'est une affaire de couple, mais en même temps, on focalise tellement sur la prise en charge de la femme que même dans le suivi médical, l'homme, il se dit, bah ok, on nous dit que c'est une affaire de couple, mais finalement, moi, j'ai très peu d'examens, on Hmm. s'intéresse très peu à moi finalement. Donc, ces quatre fondamentaux, j'interroge autant la femme que l'homme parce que l'alimentation, elle est aussi importante chez l'homme que chez la femme, l'activité Hmm. physique, le sommeil et le stress. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont très importants. Et aussi, bien sûr, bah, quand on voit le tableau de cycle, on a sous les yeux en fait le déroulement de comment est-ce que les hormones se jouent dans le cycle de cette femme. Alors, on ne peut pas raisonner seulement sur un cycle tout seul, parce que on peut avoir un cycle foireux au milieu de cycles qui vont très bien. Donc il faut au moins 2 cycles, voire 3 cycles, pour avoir une tendance et se dire, OK, chez cette patiente, on observe que il y a telle et telle problématique. Et dans les problématiques les plus courantes, c'est une ovulation qui a lieu, mais qui n'est pas suivie par une phase post-ovulatoire suffisamment longue et suffisamment qualitative. Donc là, bon, je vais un peu loin, peut-être que en entendant ça, vous êtes perdu, mais
On sait aujourd'hui, en 2025, que la fertilité masculine est divisée par deux depuis les années 70. C'est très facile à chiffrer, c'est le spermogramme qui est un ensemble de critères chiffrés qui nous renseigne là-dessus. Chez la femme, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a ses ovaires, donc son ovulation, mais il y a aussi la perméabilité de ses trompes, il y a aussi l'endomètre, il y a aussi la glaire cervicale. Bref, ça fait plein de paramètres qui font que c'est difficile de chiffrer la baisse de fertilité au fil du temps. Mais Chez on la a femme. toutes les raisons de penser chez la femme, mais on a toutes les raisons de penser que si chez l'homme la fertilité a beaucoup chuté, on doit constater la même chose chez la femme. Et moi, ce que je constate dans mes consultations, c'est qu'il y a énormément de femmes qui ont des ovulations de mauvaise qualité. C'est-à-dire qu'elles ovulent, l'ovule sort, mais après que l'ovule soit sorti, le job n'est pas du tout fini, parce qu'il faut non seulement qu'il soit bien sorti de son enveloppe, mais qu'ensuite l'enveloppe, le follicule, devienne un corps jaune, et ce corps jaune, il doit produire deux hormones en quantité suffisante. Ces hormones, c'est œstrogène et progestérone. Et c'est surtout la progestérone qui va être un pilier pour le début de la grossesse, puisqu'elle va faire que la grossesse s'implante dans de bonnes conditions. Et que la grossesse s'implante déjà tout court. Mm. C'est-à-dire que ce qu'on constate de plus en plus, c'est que les ovulations sont de moins bonne qualité, et donc les corps jaunes sont de moins bonne qualité, et donc l'équilibre hormonal est beaucoup moins bon. Donc ça va entraîner bien sûr une attente plus longue pour concevoir, voire même ben, on n'arrive pas à concevoir du tout. Et en dehors de l'aspect de la fertilité et de la conception, ben, ça va entraîner des troubles hormonaux. Déjà, Ah un oui, syndrome prémenstruel, menstruelle. des règles qui vont être longues, qui vont être hémorragiques, qui vont être douloureuses, des cycles qui sont parfois irréguliers. Donc en fait, tous ces signes-là, bah, c'est déjà des signes d'un déséquilibre hormonal qu'il faut prendre en charge avant de s'occuper de la grossesse. Parce qu'en fait, si la femme, elle a 20 ans et qu'elle n'a pas du tout de projet de grossesse, ou qu'elle a même 35 ans, qu'elle n'a pas de projet de grossesse, mais qu'elle a des signaux comme ça, bah, ça nous indique, ça nous emmène sur la voie du déséquilibre hormonal qu'il faut prendre en charge tout de suite, en fait. Mm. Voilà, donc c'est ça mon quotidien. Et donc, qu'est-ce que tu lui as proposé parce que du coup, cette dame, elle avait la même, ce dont tu as parlé, c'est-à-dire qu'elle avait une phase post-ovulatoire trop courte pour pouvoir avoir une grossesse. Donc, tu as supposé qu'elle avait une ovulation de pas assez bonne qualité. Oui. Le Et en stress fait, elle aussi, avait ça déjà un joue. bilan biologique. Oui, alors il y avait, enfin au niveau des quatre fondamentaux, c'était pas si mal, hein. Franchement, elle était quand même bien renseignée, elle avait bien modifié pas mal de choses. Ce qui était manifeste, en fait, elle avait déjà une prise de sang qu'elle avait fait au début de son cycle. Donc on avait déjà des éléments pour voir que au début du cycle, ça se passait plutôt bien. Et elle avait aussi fait une prise de sang après son ovulation. Donc c'est pas moi qui l'avais prescrit, parce que moi je l'ai accueillie, elle avait déjà tout ça. Et on voyait qu'effectivement, les hormones œstrogène et progestérone étaient trop basses. Donc, ça nécessitait qu'elle soit supplémentée en progestérone. Et donc, en collaboration avec le médecin, le médecin a décidé une supplémentation en progestérone. Et donc, elle a pris 2 mois de progestérone après ses ovulations. Et puis, c'est ce qui a permis probablement de débloquer la situation. C'est un ensemble de facteurs, hein. Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est le coup de bol? Mais bon, le coup de bol, il se reproduit tellement souvent que ça peut pas être que le coup de bol, quoi. Oui, oui, Voilà, c'est clair. donc ça veut pas dire que toutes les femmes doivent avoir de la progestérone et que c'est parce qu'il y a de la progestérone qu'il y a la grossesse. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que quand on identifie vraiment la problématique et que la femme est vraiment dans une pleine collaboration dans cette observation, parce que c'est grâce à elle que on a pu avancer aussi vite et aussi loin, bah, ça nous a permis d'avoir une prise en charge qui était vraiment adaptée à sa situation à elle et pas au standard du cycle. Ah bah, votre cycle, parce que ces cycles étaient de bonne longueur d'ailleurs. Quand tu disais tout à l'heure que les femmes, elles se disaient, bah, mon cycle fait 28 jours, donc c'est que tout va bien, ou j'ai des règles régulières, donc tout va bien, bah en fait, c'est pas du tout le signal que tout va bien. On Mm. peut avoir des règles tout à fait régulières et avoir une ovulation de mauvaise qualité. Donc voilà, et ça, pourtant, c'est un enseignement médical qu'on a reçu. On nous a conditionné comme ça, en nous disant, bah, la patiente, si elle a ses règles régulièrement, tout va bien, quoi. C'est bon signe. J'avais une question sur le stress. Du coup, on a switché tout à l'heure. Tu disais que ben, le quatrième pilier, c'était la gestion du stress et que du coup, tu conseillais des outils. Quels sont les outils que tu conseilles pour la gestion du stress?
Alors, je demande à la femme déjà si elle a elle-même des outils, enfin si elle a une manière de les gérer. Donc ça peut être aller marcher, aller en forêt, écouter de la musique, se mettre dans un livre, prendre un bain. Ça peut être des choses vraiment très simples, hein, qui nécessitent pas d'aller dépenser des fortunes dans des thérapies particulières. Ça peut être la méditation, le yoga, le pilate, tout ce qui va permettre de se recentrer sur soi. Je conseille beaucoup la cohérence cardiaque, qui est vraiment un outil de respiration qui est très facile à mettre en place, avec des applications qui peuvent aider à respirer vraiment selon certaines manières. Euh, donc voilà, ça fait partie des manières de gérer un peu habituelles euh, que je propose aux femmes. Et après, bah, bien sûr, quand il y a un stress qui vient d'un traumatisme, qui vient d'une situation du quotidien, qui nécessite un accompagnement, ben, ça peut être nécessaire Mm. d'être accompagné par un psychologue de façon transitoire pour aller mieux, ou quelqu'un qui va travailler sur les traumatismes. Oui, on peut avoir besoin d'autrui, hein, et quand on n'arrive pas à se sortir de son stress, il faut être accompagné. Donc tu fais relais. Tu vas relayer vers d'autres Oui, c'est ça. professionnels. Voilà, En en fait, je fonction. passe un peu ma vie de sage-femme à être un relais parce que on est qu'un maillon d'une chaîne. Et dans la prise en charge médicale, on a rarement affaire à un seul professionnel de santé. Donc c'est vrai et la sage-femme est limitée dans sa pratique. Donc on doit bien connaître ses limites. Donc moi, ma limite, vous voyez, bah, je parlais de la progestérone, la sage-femme ne peut pas la prescrire. Donc on travaille en collaboration avec le médecin. Mais quand j'identifie, parce que j'ai fait faire une prise de sang à la patiente, quand j'identifie un trouble hormonal, par exemple, bah, c'est ensuite le spécialiste des hormones qui doit prendre le relais. Ça ne veut pas dire que la patiente, je vais plus la voir, parce qu'on va continuer l'accompagnement si on avait entamé un accompagnement ensemble, mais sinon, si on n'avait pas, s'il n'y avait pas d'accompagnement en particulier, c'est l'endocrinologue qui va prendre le relais. Mm. Mm. Mais Ou ce le qui est dommage, gynécologue, ou voilà. et ce qui est dommage, c'est que toi, autant toi, tu as cette humilité de faire le relais. Et autant tout à l'heure, dans ton cas, le médecin lui a dit revenez dans 6 mois. Il lui a pas dit allez voir quelqu'un, peut-être qu'une naturopathe ou qu'une personne qui est spécialisée dans l'observation du cycle pourra vous aider, tu vois. C'est là qu'il faut continuer Il y en a d'éduquer. qui le font, il y en a qui le font, et je pense qu'on va y venir, parce Mm. que notamment là, il y a la haute autorité de santé est en train de constituer un groupe de travail qui s'appelle Soins préconceptionnels pour élaborer des nouvelles recommandations. Et je pense vraiment qu'on va arriver à des recommandations d'anticipation de prise en charge. Et ça a été beaucoup. Enfin, c'est parce que le président de la République a fait des annonces tonitruantes sur le réarmement démographique, qu'il faut prendre des mesures, etc., que tout le monde s'est affolé en se disant ouh là là, il faut peut-être Mm. se réveiller sur le côté fertilité. Alors bon, moi j'étais pas du tout d'accord avec ces termes et je pense que c'était parfaitement inapproprié, mais ça a eu le mérite de créer un peu une onde de choc en se disant, ok, bah, l'infertilité c'est un vrai problème, il va falloir s'en occuper sérieusement et il va falloir anticiper parce que il y a un embouteillage en PMA et donc parce qu'embouteillage, il va falloir s'en occuper en amont. Donc la raison est mauvaise parce que c'est pas parce qu'il y a un embouteillage qu'il faut s'en occuper en amont. La prise en charge médicale, elle devrait être comme ça, elle devrait être dans la prévention. Et moi, je suis convaincue, et ça, c'est la science qui le dit, que l'infertilité, ça fait partie des premiers signaux chez des patients jeunes d'un dysfonctionnement. Et d'ailleurs, on le sait, hein, il y a une étude qui montre que un mauvais spermogramme euh, est prédictif d'un taux d'hospitalisation supérieur dans la population des hommes qui ont un mauvais spermogramme versus des hommes qui ont un bon spermogramme. Mais ça Donc, paraît tellement ça montre logique. bien, oui, La c'est complètement fertilité, logique. c'est un curseur de santé, en fait. Tout à fait. Et ça, j'avais été vraiment interpellée dans mes consultations quand j'ai commencé à m'installer en libéral. Une patiente qui avait un syndrome des ovaires polykystiques, en fait, qui était vraiment très sévère et qui était désemparée parce qu'elle avait réussi à concevoir son premier enfant grâce à des traitements médicaux. Et en fait, elle venait d'accoucher. Elle avait encore son alopécie, donc elle perdait ses cheveux, mais en énorme quantité. Elle avait l'acné qui était revenu, une pilosité très importante. Et en fait, on pouvait plus rien faire pour elle. On lui a dit, bah, en fait, soit vous prenez la pilule, soit rien. Enfin, on n'a aucune solution à vous proposer. Et la patiente, elle me dit, mais moi, je ne veux pas la prendre. J'aimerais qu'on s'occupe de ma maladie. Et en fait, Parce qu'ils sont pas formés. oui, en fait, c'est là qu'on est.
qu'on a vraiment beaucoup de progrès à faire aussi dans la prise en charge des troubles de la femme, en se Mm. disant que ben, la pilule, oui, elle va améliorer certaines situations d'apparence. Elle va diminuer l'acné, diminuer la pilosité, mais elle va pas traiter le fond du problème. Elle va pas améliorer euh, la patiente au fond, et donc la patiente, elle va continuer à vivre avec son SOPK, qui va être masqué. Et puis elle va à un moment donné avoir un diabète, une maladie cardiovasculaire, on ne lui souhaite pas, mais on sait que c'est le processus classique d'évolution de la maladie. Si on ne s'est pas occupé de tous les facteurs qui vont accentuer son syndrome. Donc c'est un exemple pour montrer que vraiment on peut agir différemment pour s'occuper de la patiente en amont et que son signal d'infertilité ou de trouble hormonal soit vraiment un signal positif. Et c'est comme ça que je le dis aux patientes pour leur donner aussi du courage en leur disant, bah voyez, on peut se dire on peut se dire que grâce à ça, grâce à ces signaux que vous avez eus, grâce à ce trouble, bah, vous avez pu être alerté de la situation et prendre en charge votre santé. Mm. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est comme la grossesse, tu vois, c'est des moments dans la vie, je pense que pareil pour moi, ça va être la conception, c'est pareil. Souvent, la grossesse, on apprend tellement de choses dans ce processus sur nous-mêmes, sur nos corps et tout, alors qu'on aurait pu les apprendre bien évidemment avant, mais on les apprend pendant la grossesse. Et la préconception, ça va être un moment comme ça, je pense, on va avancer petit à petit vers ça. Donc, tu parlais tu parlais de la baisse de la fertilité homme et probablement femme. À ton avis, à quoi c'est dû cette baisse de la fertilité? Alors le premier facteur, c'est l'âge. Parce que maintenant, les couples conçoivent leur premier enfant beaucoup plus tard, en âge. Et donc, c'est le premier facteur d'infertilité, en France en tout cas. Et ensuite, ben, il y a aussi le facteur environnemental qui est difficile à mesurer. On sait que, bien sûr, l'environnement joue en défaveur, mais c'est pas aussi quantifiable que l'âge. Donc, vraiment, les perturbateurs endocriniens, en tout cas ceux sur lesquels on peut agir, c'est vraiment important de pouvoir transmettre des informations sur ce sujet au couple. Et heureusement, on avance de plus en plus là-dedans. Les équipes médicales sont sensibilisées à tout l'impact de l'environnement sur la santé des patients et sur la fertilité aussi. Mais, euh, mais c'est souvent au moment de la grossesse que les couples se motivent en se disant, OK, bah là, en fait, on est en train de fabriquer un bébé, donc là, on va faire attention, on va diminuer le tabac, on va faire attention aux produits d'entretien, on va vraiment modifier des choses. Mais sans penser qu'en fait, ça doit se gérer en anticipation de la grossesse. Parce que si le bébé il est fabriqué avec des gamètes, donc spermato-ovules qui ont été dans un environnement de perturbateurs endocriniens, bah, il va y avoir un impact en fait sur l'enfant et sur même les générations suivantes parce que on sait que les facteurs environnementaux modifient l'ADN de nos cellules et par un phénomène qu'on appelle l'épigénétique, ça modifie l'expression de nos gènes. C'est-à-dire que ce que nos grands-parents, le mode de vie de nos grands-parents nous influence nous. Ouais. C'est fou en fait. Et donc ça peut être aussi même complètement angoissant de se dire, mais en fait, moi ce que je fais aujourd'hui parce que je veux concevoir, bah, ça va influencer mes petits-enfants. Bon, il faut pas non plus que ça devienne une psychose, mais c'est important de le savoir et de pouvoir agir pour limiter ça. Mm. C'est important de se dire que, ben voilà, après, faut pas être dans l'extrémisme, mais l'idée, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je fais pour améliorer. De toute façon, quand on prend des dispositions dans sa vie, on les prend pour soi d'abord, pour éviter des maladies, pour être en santé le plus longtemps possible. Et puis, si on peut améliorer notre fertilité et la fertilité des générations suivantes, c'est génial. Mm. Et la santé, avant tout, des Ouais. générations suivantes. Mm. Ouais, donc du coup, si je dois résumer, pour toi, c'est surtout l'âge. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout, moi je trouve. Mais voilà, donc l'âge. Et la partie perturbateur endocrinien, qui sont pour toi les deux Oui, principaux facteurs. oui, tout à fait. C'est Ouais. vraiment les facteurs qui ressortent des études. Et le stress aussi, L'âge, on n'en peut-être? parle pas. Oui, il y a le stress aussi, il y a l'alimentation, bien sûr, où on retrouve les perturbateurs endocriniens, il y a le On est quand mode de même vie dans des en général. générations. L'alimentation, je pense qu'elle s'améliore quand même. Bon, peut-être après, moi je fais partie d'une communauté un peu différente, mais donc l'alimentation et le stress, quand même, il augmente, clairement, dans notre société. Oui, oui, oui. Oui, c'est sûr que Je t'ai le coupé, stress, ça t'allais fait parler d'une partie étude.
Oui, mais j'ai perdu l'étude que je voulais mentionner sur Les l'infertilité. Non, mais perturbateurs endocriniens, non? Ouais, Bon, c'est pas non, grave. je sais plus ce Si que je ça voulais te dire à revient ce après, propos. tu me diras. Bah, j'en profite pour faire une toute petite parenthèse par rapport aux perturbateurs endocriniens. Moi, dans mon histoire, j'ai 4 enfants et je suis passée par la PMA. Je les ai eus jeunes pourtant, mais je suis quand même passée par la procréation médicalement assistée. Et j'avais pas de cycle quand j'ai arrêté la pilule. J'ai pas eu mes règles qui sont revenues. Je pense que c'est quelque chose que tu dois voir régulièrement. Sauf que ça revenait pas du tout. Et malgré des grossesses, ça revenait pas non plus entre deux grossesses. Et un jour, j'ai lu, bon, c'était 2013, j'ai lu un article sur les perturbateurs endocriniens. Puis j'ai fait je sais pas, j'ai fait un énorme ménage dans mes produits de cosmétiques, dans mes produits de la maison. Et un mois après, j'ai retrouvé mes cycles réguliers. Un mois après. Donc la preuve des perturbateurs. En fait, on s'en rend pas compte parce que c'est notre quotidien. Et puis on se dit non, mais ça va, c'est pas grave, c'est pas. En fait, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, en fait. Oui, c'est souvent en fait ce que je dis aux patients, c'est notamment ceux qui essayent de concevoir, on imagine, enfin on cherche le gros feu rouge, le gros point bloquant. On essaye de poser le diagnostic qui va permettre de débloquer la situation. Mais en fait, c'est souvent un cumul de petits facteurs, comme tu dis, ça plus ça plus ça. C'est comme des feux tricolores où je leur dis, bah, il n'y a pas un gros feu rouge, en fait, il y a plein de petits feux oranges qui se mettent bout à bout. Et tous ces petits feux oranges, ben, ils vont faire que la situation est telle qu'elle est. Donc, Hmm. l'objectif qu'on a ensemble, c'est d'essayer que ces feux oranges deviennent verts pour améliorer les choses. Et moi, je leur dis, parce que c'est dans ma personnalité, que moi, je suis pas du genre à lâcher l'affaire. Et donc, j'ai envie de chercher jusqu'à trouver un problème, en fait. Et parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'infertilité, il y a quasiment 25% des couples à qui on dit, ben, on ne sait pas ce qui se passe. Mais vous êtes infertile, mais on n'a pas de diagnostic. Et moi, je me dis, mais c'est énorme, 25%. Un couple sur quatre ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à concevoir. Alors on va leur dire, ah bah c'est dans la tête, machin, le blocage psychologique. Mais en fait, non. Enfin, bien sûr qu'on est stressé quand on essaye de concevoir, bien sûr qu'on a tous des casseroles, on a vécu des traumatismes, etc. Mais on peut pas réduire ça au blocage psychologique. Et en fait, moi j'ai appris dans mes études médicales qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. C'est-à-dire que, bah oui, on va chercher plein de choses. Si on n'a rien trouvé, bah ça veut pas dire qu'il y a rien, ça veut dire on n'a pas tout cherché. Parce qu'on n'a peut-être pas encore la connaissance de tout, et il y a encore des choses qu'on va découvrir, bien sûr. Et moi, je dis pas du tout que j'ai une connaissance supérieure, pas du tout. Mais moi, dans ce que je vais aller chercher, je vais aller chercher des choses qu'on ne cherche pas en général, c'est-à-dire la qualité de l'ovulation, en fait on s'en occupe relativement peu, à savoir comment est le corps jaune, parce que rapidement on va médicaliser et donc on va remplacer le cycle naturel par un cycle médical et arriver à des résultats escomptés. Voilà, mais de même que la qualité de la glaire cervicale, on s'en occupe jamais. Avant, il y avait un examen qui permettait d'évaluer la qualité de la glaire. Aujourd'hui, il est quasiment plus fait. Et alors que la glaire cervicale, elle est aussi importante que le spermatozoïde, elle est aussi importante que l'ovule. Parce qu'en fait, c'est quand même grâce à la glaire cervicale que le spermato va réussir à passer. Et qu'en plus, il va obtenir la capacité de féconder l'ovule. Donc voilà, tous ces signaux, c'est des signaux qu'on devrait chercher. J'espère que dans le futur, on se consacrera plus à ce sujet-là pour pouvoir améliorer la fertilité des couples de façon naturelle en plus, enfin, la fertilité naturelle, pour qu'ils puissent concevoir dans l'intimité. Naturellement. Et du coup, vu qu'on parle de naturel, toi, est-ce que tu as l'habitude de préconiser des solutions naturelles pour, donc de l'aroma, de la phyto? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en cabinet? Oui, alors je me suis pas mal formée en phyto, un petit peu moins en aromathérapie, mais en phytothérapie pas mal. Et surtout, ce que j'aime vraiment avec les plantes, que ce soit phyto et aroma, c'est que il y a énormément de publications scientifiques. Et pour moi, c'est très important d'utiliser des traitements, et pas seulement pour moi, mais en médecine, on nous apprend vraiment que la science, on doit avoir des confirmations de la science, c'est normal. On peut pas donner n'importe quoi à son patient, même si on a l'impression que ça a marché pour bidule et machin. Euh, et en fait, il y a énormément de publications sur la phyto et les bienfaits des plantes. D'ailleurs, les plantes sont la base énorme de tous nos médicaments. Et donc, j'utilise beaucoup la phytothérapie, oui, pour améliorer l'équilibre hormonal,
améliorer la qualité de la glaire cervicale, améliorer la qualité du corps jaune. Donc oui, ça fait vraiment partie des solutions que je propose pour limiter l'inflammation, pour tout un tas de problématiques. Les patientes, elles découvrent assez vite quand elles ne le savent pas en amont que je vais leur proposer des plantes. Mm. Et Après, elles sont plus ou moins réceptives, mais dans l'ensemble, elles sont quand même très réceptives, surtout que la majorité d'entre elles a déjà essayé d'autres solutions médicamenteuses qui parfois ont eu des résultats insuffisants. mm. Et est-ce que tu pourrais nous partager trois, quatre plantes peut-être que tu utilises principalement? Oui, alors j'utilise beaucoup sur l'équilibre hormonal l'alchimie et l'achillée millefeuille, qui sont des plantes qui vont vraiment favoriser l'équilibre hormonal et notamment le soutien du corps jaune. J'utilise aussi le gâtillier, qui est une plante qui est moins facile à utiliser parce qu'elle a notamment il y a des contre-indications en cas de cancer hormonodépendant. Mais c'est une plante qui est très efficace, qui a notamment été très très documentée au niveau scientifique pour la prise en charge du syndrome prémenstruel. Par contre, il faut bien l'utiliser une fois que l'ovulation a eu lieu parce qu'elle peut sinon avoir une influence négative sur l'ovulation. Et donc, c'est trois plantes que j'utilise vraiment beaucoup. Sinon, j'utilise l'onagre aussi pour des patientes qui ont un syndrome prémenstruel, qui pourraient avoir une problématique de glaire cervicale. Qu'est-ce que j'utilise aussi? J'utilise l'ashwagandha quand la patiente elle est pas forcément bien au niveau psychique et qu'elle a du mal à lâcher prise. J'utilise du griffonia pour les patientes qui sont très tendues, stressées. Enfin voilà, j'ai pas mal de plantes comme ça qui reviennent souvent parce que ces problématiques-là reviennent souvent. Ok, top. Et comment tu fais? Du coup, c'est des choses que tu peux trouver en pharmacie, en herboristerie, tu les envoies sur un site internet? Alors, je les envoie. Moi, j'aime bien les envoyer en pharmacie parce que je trouve que c'est important qu'il y ait le contact aussi avec le pharmacien qui peut compléter l'information. Parce qu'il y a certaines patientes où, en fait, elles ont déjà plein de médicaments et il y a des interactions Mm. médicamenteuses potentielles avec des plantes que je ne vais pas maîtriser. Et donc, je demande au pharmacien son avis sur les plantes que j'ai conseillées et Ok. éventuellement pour remplacer une plante par une autre. Euh, donc, je les envoie souvent en pharmacie ou en herboristerie éventuellement quand c'est pour des formes particulières ou des tisanes ou des choses comme ça. Mais c'est plutôt pharmacie parce que on est un peu conditionné pharmacie quand on est sage-femme. Et que souvent Ok, elles ont d'autres médicaments à acheter parce qu'elles ont des antalgiques, elles vont c'est avoir ça. des compléments pharmaceutiques. Mm. Ok, top. Euh, on a parlé rapidement de la pilule et du fait qu'il y avait de plus en plus de femmes qui voulaient avoir une contraception différente. Est-ce que tu serais OK de me donner ton avis, toi, sur la pilule contraceptive hormonale et quels sont ses effets à court, moyen, long terme sur la santé des femmes et puis aussi sur tout ce qui est complément autour de la ménopause? Oui, bah donc la pilule hormonale, elle est arrivée en France dans les années 70. Elle est arrivée à un moment où les femmes avaient envie d'être libérées par rapport à la contrainte de la grossesse et de pouvoir avoir une sexualité sans être inquiète d'une grossesse éventuelle. Donc elle a été euh, perçue par les femmes de cette génération-là comme libérante. Même si quand on prend l'historique de la pilule, elle est arrivée aux États-Unis dans des conditions quand même un peu douteuses, puisqu'il y a eu quand même toute une volonté eugénique autour de la pilule, de pouvoir limiter certaines populations, certaines races. Elle a été testée aussi dans des conditions vraiment très très douteuses. Mais bon, en tout cas pour la partie française, quand elle est arrivée en France, elle était déjà présente aux États-Unis depuis un certain temps, les femmes ont ressenti une libération. Mais aujourd'hui, notre génération n'a pas milité pour la contraception, donc on a un regard assez nouveau, assez différent sur les choses, ce qui fait qu'aujourd'hui les femmes, elles osent s'interroger sur les bienfaits ou pas. Et se dire, bah, est-ce que vraiment pour moi la pilule c'est bien? Et même donc de s'interroger sur les effets secondaires, puisque la pilule c'est un médicament, et comme tous les médicaments, bah, il y a du positif et du négatif. Euh, et donc quand il y a des effets secondaires, ce qui n'est pas toujours le cas, il y a des patientes qui se plaignent de rien et qui sont très contentes avec leur contraception, mais quand il y a des effets secondaires, bah, pouvoir se dire, bah, est-ce que ces effets-là, j'ai envie de continuer à les tolérer, ou est-ce qu'en fait j'en peux plus et j'ai envie d'une autre solution?
Voilà, et donc c'est vraiment une réflexion de chaque femme, et moi j'influence pas les patientes dans leur choix, c'est-à-dire que je leur donne simplement les clés en main en leur disant voilà, il existe deux types de pilules, enfin deux grandes familles de pilules, les pilules combinées, les pilules avec progestatif seul. Dans les pilules combinées, vous allez avoir des saignements réguliers. Dans les pilules progestatives, vous n'aurez plus de saignements ou quasiment plus. Mais après, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un moyen où vous allez tous les jours avoir un médicament et puis c'est ce qui va vous permettre d'éviter une grossesse? Ou est-ce que vous voulez un moyen où vous gardez vos cycles et vos hormones naturelles? Donc dans ces cas-là, il faut un moyen non hormonal. Enfin, tout va être une question de discussion et de choix. Parce qu'en fait, on persévère dans un choix que quand on l'a vraiment choisi. Et ça, c'est valable pour tous les choix de la vie, hein, mais si la patiente, elle n'a pas choisi et qu'on lui a imposé, elle sera pas observante. Et ça, c'est valable pour la symptothermie aussi, hein. C'est-à-dire que même si moi, je trouve la symptothermie géniale pour moi, je sais qu'elle n'est pas géniale pour tout le monde, parce qu'il y a des femmes qui vont dire qu'elles sont incapables de s'observer, qu'elles n'ont pas envie, qu'elles trouvent ça trop contraignant, que pour elles, c'est pas suffisamment fiable parce qu'il n'y a pas le médicament qui vient s'ajouter, alors que la fiabilité scientifique est au moins la même, voire même supérieure. Mais voilà, après, si on est C'est les convaincu de ça, consciences. C'est les oui. consciences qui évoluent petit à petit. Elles évoluent pas pour tout le monde tout le temps en même temps. Et c'est hyper intéressant ta façon de voir parce qu'en fait, bon, entre toi et moi, je pense que tu es quelqu'un du coup qui est plus pour la symptothermie et les méthodes naturelles que la pilule. Mais en tant que sage-femme, ben, tu dois rester impartial et vraiment voilà, donner les différentes possibilités, les avantages et les inconvénients de chacune. Et puis à la personne de se positionner, alors que tu vois, il y en a aujourd'hui souvent les gynécologues, enfin moi je me rappelle encore des sorties de maternité où t'es complètement à l'ouest et on te dit alors par contre faut passer tout de suite à la pharmacie prendre la pilule. Mais c'est pas, il existe, c'est pas comme tu viens de l'expliquer. Vous avez la pilule option A, pilule, option B, pilule, option C, pilule, tu vois. Donc j'aime bien ta façon de faire, parce qu'après c'est aux personnes du coup de choisir, et quand tu choisis, t'es engagé tellement différemment. En fait, moi, j'ai pas à donner mon avis personnel sur la contraception. C'est-à-dire que oui, moi personnellement, j'utilise une méthode naturelle depuis toujours. Mais en fait, c'est pas parce que c'est mon moyen à moi que la patiente, elle va vouloir ce moyen-là. Enfin, il Mm. faut se dire que chacun est libre. Et moi, si j'y trouve une grande liberté et une grande fierté même de connaître mon corps, etc., bah, en fait, toutes les femmes n'en sont pas là. Et on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi un processus qui fait qu'à 20 ans, on n'est pas au même niveau qu'à 25, et qu'à 35, et qu'à 45. Et on évolue aussi parce qu'on change, On on fait des échange avec rencontres. d'autres. C'est Voilà, on ça, fait on des fait des rencontres, rencontres. on vit des choses et on se dit, ah ouais, bah ça, en fait, moi, je veux plus vivre ça. Souvent, il y a un questionnement assez fort qui se produit à l'occasion d'une grossesse où on se dit, ok, bah en fait, là, moi, après la grossesse, il y a plein de femmes qui disent, ah, ouais, moi, j'ai pas du tout envie de reprendre ma contraception. Elles s'étaient jamais trop posé la question avant la grossesse, puis une fois qu'elles accouchent, elles se disent, ah, mais non, mais j'ai pas du tout envie de la reprendre. Donc, comme tu dis, il y en a plein qui sortent de la maternité avec leur ordonnance sans savoir trop quoi faire parce qu'en fait, elles ont même pas osé poser la question parce qu'en plus, elles étaient dans le gaz. Elles ont même pas posé la question de, bah, en fait, à part ça, j'ai quoi d'autre comme solution? Mm. Et il y en a plein d'autres des solutions. Donc, Mais c'est ça, voilà. ce serait au médecin de le faire. Mais d'ailleurs, tout ce que tu me dis là, c'est hyper intéressant. Et tu vois, je pense que ça évolue, mais qu'il faudrait. Enfin, je pense que c'est déjà le cas parce que j'ai des collègues qui le font, des sensibilisations aux méthodes naturelles dès le lycée, tu vois. Mm. En fait, dès le collège, quand on parle en quatrième, de la reproduction, faut déjà semer des graines à ce moment-là. C'est-à-dire Mm. que c'est déjà là qu'il faut dire aux femmes, bon bah on dit aux garçons bah voilà le sperme, les spermatos. Ok, bon bah leur fluide biologique, eux, en lien avec la fertilité, c'est le sperme et les spermatos. Bon, eh ben la femme, elles ont un fluide biologique qui s'appelle la glaire cervicale. On leur en parle même pas. On leur parle des règles. Bon, ok, c'est un fluide biologique rouge, tout le monde le voit. Mais le sperme, il est blanc, transparent, à moitié translucide. Bon ben, on pourrait très bien parler de la glaire cervicale aux femmes, aux jeunes filles au collège en leur disant que c'est pas dégueu, comme ça elles auraient pas une espèce de flou autour des pertes blanches, en sachant pas trop à quoi ça sert, machin. Et en fait, on devrait déjà commencer là, réactiver au lycée, et ensuite, bah voilà, planter finalement tout le, tout le terrain de la fertilité
sans parler du désir de grossesse du tout. Enfin, en tout cas, il faut faire le lien, bien sûr, avec le fait que c'est dans ce moment-là que si on veut concevoir, on peut concevoir, mais c'est surtout un indicateur hormonal qui est très fort, quoi. Et c'est vrai que ça devrait commencer très tôt. C'est ce qui permettrait aux femmes, et moi, c'est les jeunes filles qui viennent pour cette fameuse consultation contraception et prévention, je leur parle du fonctionnement du cycle, même si elles venaient pas pour ça. Ben oui, ça Voilà. fait partie des choses qui Tout sont comme je tellement leur parle de la importantes. palpation des seins, même si elles venaient pas pour ça. Parce que en fait, on va transmettre des infos et puis peut-être que ça va tomber dans les oubliettes et puis qu'un beau jour elles se diront, ah ouais, je me souviens qu'elle m'avait parlé de ça, maintenant ça y est, ça m'intéresse plus, je vais aller explorer, C'est voilà, une somme de petites graines qui sont plantées. Hmm. c'est ça. Bon, on arrive à la fin du podcast. Merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu voudrais nous partager tes projets? Je sais que tu as mis en place quelque chose dont tu voulais me parler. J'ai pas Oui, plus en fait, d'infos. on a... tu vas savoir avec tout le monde. Euh, Comme vraiment, vous avez vu que j'étais très impliquée sur le côté formation et pédagogie. On a créé plusieurs outils avec différentes amies impliquées aussi sur le sujet. Donc déjà un album qui s'appelle Wonder Ovulation, qui est en fait un album avec des planches et des dessins qui expliquent le cycle, les hormones, les profils hormonaux. Et puis planches qui ont en plus un QR code qui permet d'avoir toute l'explication audio de la planche pour aller vraiment plus loin. Donc ça fait 1 an et demi, je crois, que les albums existent de revulation. Et puis on est en train de finaliser. On attend les prototypes finaux, mais ça normalement ça sort début octobre, donc tout bientôt. Une box pédagogique autour du cycle qui s'appelle Ma Cyclobox, qui est à destination des jeunes femmes qui veulent approfondir la connaissance de leur cycle. Et donc cette box, elle va contenir un livret qui devait être un livret assez court, mais qui finalement, je n'ai pas réussi à faire moins que plus de 100 pages. Donc en fait, c'est comme un manuel où dedans, il y a vraiment toute la progression de comment s'observer avec des exercices, des tableaux de cycles qu'on peut remplir. Et donc dans cette box, il y aura ce livret d'apprentissage, il y aura des tableaux de cycles vierges à remplir. Et puis, il y aura également une roulette pour comprendre le cycle et les variabilités du cycle. Et puis des petits cadeaux comme un tote bag, une petite trousse, un bracelet, enfin voilà. Oh, Plein de génial. choses pour découvrir son cycle et puis commencer à devenir experte de sa fertilité. Ouais, démocratiser l'observation du cycle à tout le monde sous tous les formats finalement. Parce que tu avais ta formation, mais là c'est Exactement. un format peut-être plus accessible et plus ludique encore. Oui, parce que les formations, c'est pour les professionnels de santé, Ouais, c'est alors que ça. là, c'est vraiment pour tout public. Mm. Et ok, et du coup, tu conseilles ça à partir de quel âge? Alors, quand on a rédigé nos supports, on s'est dit qu'à partir de 16 ans, ça pouvait être déjà une bonne cible, mais c'est plutôt 20 à 30. Ok, Mais voilà, enfin, accessible à partir de 16 ans en fait. ok. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Eh bien, je vais t'envoyer le lien Ok, je le vers, mettrai dans l'épisode. Ok, je le ouais, mettrai dans les ainsi que commentaires. Focus Fertilité. Oui, super, eh ben, je t'enverrai le lien de la boutique pour pouvoir le commander. Parfait, trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Ben, n'hésitez pas à aller à la connaissance de vous-même pour vous sentir plus libre et Ouais. puis, et puis même pour développer votre amour de vous-même, puisque finalement c'est ça qui est important. C'est par la connaissance de soi qu'on arrive à mieux s'aimer et puis à mieux vivre en harmonie avec soi-même. Mmh, tellement, mais vraiment, c'est juste incroyable comment ça change la vie. Moi, je fais des petites introductions à la symptothermie, donc l'idée, c'est de poser des bases, tu vois, de 3 fois 1h30. Donc je leur explique, en fait, l'observation du cycle et l'introduction à la symptothermie et je leur explique tout, mais les retours que j'ai, mais c'est juste, waouh, quoi. Donc c'est plus les mêmes femmes et ça change énormément de choses et finalement, ça demande pas autant de disponibilité cérébrale. On est là plus pour apprendre à observer et à comprendre ce qui se passe dans notre corps, tu vois? Donc Mhm. Ouais, c'est fou. il y a encore du boulot, mais c'est très, très chouette. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Je te souhaite plein de succès encore dans toute la suite de ce que tu mets en place et j'en ai aucun doute.
Et je mettrai ton compte Instagram, le lien pour la commande, tout ça dans le commentaire de l'épisode. Merci beaucoup, Audrey. Bonne journée. C'est fini. Merci pour ton écoute. J'espère que cet échange t'a inspiré toi aussi. N'hésite pas à partager ou noter 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. À très vite pour un prochain épisode.